Je pense qu'Israël est une réussite extraordinaire à tous les niveaux, mais je pense qu'Herzl pensait que ce pays serait plus uni qu'il l'est aujourd'hui. Nous souffrons d'un manque d'unité, d'un manque de tolérance. Eh bien voilà, nous avons à l'occasion de cette fête de Yom HaAtzmaut, du 78e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël, le plaisir d'accueillir dans notre studio Gaël Grunewald. Gaël, bonjour, Boker Tov et Chag Sameach. Chag Sameach, Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on vous a sollicité bien entendu parce que vous avez un titre qui est particulièrement important. Vous êtes le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale. C'est-à-dire que on peut dire dans un développement historique, vous êtes l'un des descendants du mouvement fondé, des présidents du mouvement fondé par Théodore Zeev Herzl, Binyamin Zeev Herzl, à l'époque en 1897, au moment du premier congrès sioniste à Bâle, puisque c'est la fonction qu'il a occupée, président de l'organisation sioniste mondiale, du mouvement sioniste. C'est la fonction que Théodore Herzl avait occupée à l'époque. Et naturellement, tout cela me donne envie de vous poser la question. Plus de 120 ans ont passé depuis le premier congrès sioniste. Aujourd'hui, si Théodore Herzl devait atterrir dans l'État d'Israël, s'il devait se réveiller sur le mont Herzl et qu'il devait découvrir l'État d'Israël aujourd'hui, en quoi cet État d'Israël répondrait à ses attentes d'origine et en quoi il ne répondrait pas à ses attentes? Est-ce que l'on peut vous poser cette question? On peut la poser, j'espère que je serai capable de donner une... Et je rajouterai que vous avez une compétence particulière parce que vous n'êtes pas seulement le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale, mais vous êtes aussi le directeur du département de l'éducation nationale et que donc de l'éducation au sein de l'Organisation sioniste mondiale, et que donc d'une certaine manière, ça devrait vous susciter d'une certaine manière une réponse à adresser peut-être aux jeunes juifs à travers la diaspora. Bon, alors imaginons que Herzl se lève, sort de son tombeau, et puisque son tombeau est localisé au mont Herzl, et donc il va traverser la rue, il va traverser l'avenue de Herzl, qui porte d'ailleurs son nom. Et la première chose qu'il va voir, c'est ce fameux métro, qui traverse la ville de Jérusalem. Et je me permets de parler de ce train parce que Herzl lui-même a parlé de ce train. De ce tramway. De ce tramway qu'il était intéressé, qu'il imaginait qu'un jour ou un autre, ce tramway serait et à Jérusalem et à Tel Aviv. Donc à ce niveau-là, Herzl a entièrement réussi. Et alors je dirais oui. Alors justement, parce que ça me donne, il a peut-être même pas besoin de traverser la rue, Herzl, parce que sur le mont Herzl, il y a énormément de symboles de l'histoire du peuple juif et de l'État d'Israël. Oui. Il y a les grands de la nation, et puis il y a tout autour les milliers de soldats qui sont tombés au combat. Ça, c'est une chose. Et à côté de Har Herzl, vous avez Yad Vashem. On a Yad Vashem. Or, donc, bien évidemment, lorsque Herzl a... Et ça, c'est quelque chose qui est très important, à mon avis. Parce que lorsque Herzl a parlé d'Israël, a parlé d'un pays, de retourner en Israël, c'était pour des raisons purement d'identité juive. C'est-à-dire que Herzl était arrivé à la conclusion qu'il n'y a aucune chance de résister lorsque tu habites dans la diaspora, et que pour lui, l'avenir du peuple juif était quelque chose de capital. Et donc pour lui, il était arrivé à l'équation suivante. Si nous sommes intéressés à préserver l'avenir du peuple juif, nous sommes obligés d'avoir un État. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'il était prêt à envisager, s'il n'y avait aucune autre possibilité, de créer un État d'Israël en Ouganda. Oui. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, ce qui l'intéressait, c'était le futur refuge. Et l'avenir du peuple juif. Pas seulement un refuge, en disant un refuge, mais dans le sens qu'il n'y a aucune possibilité de vivre à l'étranger, en diaspora. Il était déjà arrivé à cette conclusion, donc, à l'époque, on va dire, plus ou moins à l'époque de l'affaire Dreyfus en France. Oui, c'est sûr que l'affaire Dreyfus, ça a été, je dirais, le maquet bepatiche, c'est-à-dire c'était le dernier clou dans le...
mais il était déjà arrivé. C'est pour cette raison que que Théodore Herzl était intéressé à créer un pays pour le peuple juif. Mais alors, quelle nature il voulait lui donner à cet État? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un retour vers l'identité juive. Et beaucoup s'interrogent, c'est-à-dire qu'on est un peu passé de l'identité israélienne à l'identité juive, comme si l'identité israélienne, elle n'était peut-être pas suffisante aujourd'hui pour se projeter vers l'avenir, pour faire de l'État d'Israël un État pérenne, qui puisse continuer à vivre. Oui, ça c'est une chose. Et deuxièmement, surtout, c'est qu'on a voulu décrire Herzl comme une personne qui était totalement laïque, ce qui n'est pas exact. Il avait ce sens de Yiddishkeit, il avait ce sens de... Vous savez que le Shabbat, avant le premier congrès sioniste à Bâle, c'était le Shabbat Nachamu, le Shabbat après Tisha B'Av. Et il y a tout un témoignage de Herzl qui est allé à la synagogue, à la choule de Bâle, et il est monté, il a eu l'Haftara de Shabbat Nachamu. L'Haftara qu'on lit, le Shabbat Nachamu, pour justement consoler les Juifs après Tisha B'Av en disant « Un jour, vous allez retourner en Eretz Israël, Nachamu, Nachamu, Ami ». Herzl était beaucoup, beaucoup plus connecté par rapport à l'identité juive que le message que certains, de façon volontaire, ont essayé dans les débuts de l'histoire de l'État d'Israël, du sionisme, ont essayé de décrire un Herzl qui était une personne assimilée, dont les enfants ne sont pas restés dans le même message, etc. C'est totalement inexact. Herzl était beaucoup plus juif, beaucoup plus connecté avec l'identité juive que le message qu'on fait. Alors, on peut inviter nos auditeurs à lire le livre de Yitzhak Weiss. Yitzhak Weiss, un francophone. Voilà, qui a travaillé longtemps sur ce sujet. Qui a écrit une nouvelle lecture d'Herzl. Pour justement prouver à combien M. Herzl était effectivement très très proche des valeurs juives. Alors revenons aujourd'hui. Revenons. Alors je pense qu'Israël est une réussite extraordinaire à tous les niveaux. Je n'ai pas besoin de parler de la réussite d'Israël au niveau technologie, du high-tech, de l'agriculture, de la médecine. Tu te balades aujourd'hui à Tel Aviv. Tel Aviv est plus moderne que New York. Tel Aviv est extraordinaire, Jérusalem est extraordinaire à tous les niveaux. Au niveau du nombre de yeshivot qu'il y a aujourd'hui en Israël. L'étude de la Torah. Des centaines et des centaines de yeshivot, des endroits où on étudie la Torah, des centaines de livres qui chaque année donnent une nouvelle dimension de l'étude de la Torah. Donc, à ce niveau-là, et je n'ai pas besoin de vous dire qu'aujourd'hui, après ou pendant la guerre avec les États-Unis en Iran, je ne sais pas exactement où on en est, on est après, on est au début, on est au milieu, mais c'est une réussite extraordinaire. La puissance de l'armée israélienne? Ah oui. Nous sommes probablement le Chel HaAvir, l'armée de l'air la meilleure au monde. C'est pas moi qui le dis, c'est M. Trump qui le dit, le président des États-Unis qui le dit. Israël a été une armée extraordinaire, Baruch Hashem, grâce à Dieu. Nous sommes ici pour rappeler pourquoi nous sommes aussi bons. Nous sommes bons grâce à Dieu, parce qu'effectivement, il y a cette valeur spirituelle, il y a cette shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu qui se trouve en Israël. Donc effectivement, nous pouvons dire 78 ans après la création de l'État d'Israël que Herzl peut être très fier de ce rêve qui s'est réalisé. Et je me permets de rappeler à nos auditeurs où on était il y a 80 ans, il y a 85 ans. Je dis toujours à mes élèves, je dis toujours à mes amis, à mes enfants, aux gens avec lesquels je parle, imaginez les Juifs quand ils sont sortis de Auschwitz, à quoi ils rêvaient. On leur aurait dit, vous savez, dans quelques années, il y aura un pays qui aura la meilleure armée au monde. Ce sera un pays qui est capable de créer des hôpitaux à travers le monde pour aider, pour sauver, être une Or Lagonim, d'être cette lumière des nations. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quoi 80 ans? 80 ans, c'est 10 minutes dans l'histoire de l'histoire mondiale.
Mais il y a une chose que j'aimerais quand même Ah oui, dire. c'est ça, parce qu'il y a un mais. Il y a quand même un Il y a quand même un mais. Il y a quand même un mais. Je ne suis pas sûr que j'ai raison, mais je pense qu'Herzl pensait que ce pays serait plus uni qu'il l'est aujourd'hui. Nous souffrons d'un manque d'unité, d'un manque de tolérance. Tolérance, quand je dis tolérance, c'est-à-dire d'accepter qu'il y a des idées, des idéologies qui sont d'autres, qui sont différentes que les miennes et qui ont toute la légitimité d'exister. On en parlait avant. Je suis triste, d'une certaine façon, triste. Je ne suis pas content, je ne suis pas satisfait que nous avons en Israël 2 journaux. Un journal de la gauche et un journal de la droite. On aurait pu imaginer d'avoir un journal qui traduit les différentes idéologies, parce que les 2 idéologies sont légitimes. Pourquoi nous avons besoin d'avoir 2 chaînes de radio ? Ceux qui écoutent Chanel numéro 2, ils ne sont pas capables de regarder le Chanel numéro 14, et ceux qui regardent le 14 ne sont pas incapables de regarder... D'ailleurs, je le dis toujours, et ça, je dis ça aux gens qui nous écoutent, la communauté juive de France a un message très, très, très important par rapport à la société israélienne. Elle ne connaît pas ces clivages. Exactement. Les Juifs de France sont capables d'accepter le fait que les choses sont complexes. Oui, les choses ne sont pas toujours claires. La nuance. Exactement. Et ce message est très important, et c'est un message que les jeunes et les gens de France puissent amener en Israël. Parce que peut-être ce que vous dites, peut-être que même on peut envisager qu'il y ait 2 journaux, 2 chaînes de télévision, mais qu'il y ait un respect, on va dire peut-être mutuel, que l'un écoute l'autre. C'est en fait, dans les divisions, le peuple juif il a souvent été divisé. La Gemara, le Talmud est rempli de discussions entre différentes écoles, l'école de Shammai et l'école d'Hillel. Par exemple, l'école de Shammai et l'école d'Hillel, elles étaient divisées sur beaucoup de sujets, mais ce que l'on dit, c'est que l'école d'Hillel écoutait l'école de Shammai avant de prendre des décisions, et que peut-être c'est ce lien entre 2 courants qui s'est un peu effiloché au cours des dernières années. La marloquette, la discussion existait toujours. Depuis le début. Moshe Rabbeinu aussi, Moïse également, il y avait une opposition à Moïse, à Moshe, au sein de la Torah. Mais il y a ce qu'on appelle un respect d'une idée... De l'idée de l'autre. De l'idée de l'autre. Et même si je ne suis pas d'accord, je suis capable de le respecter. Et ça, c'est quelque chose sur laquelle... Peut-être qu'Herzl pensait, imaginait que le pays serait plus uni qu'il est aujourd'hui. Et c'est, à mon avis, une chose sur laquelle on doit travailler. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que lorsque nous écoutons nos enfants qui reviennent des Milouim, oui. Eux, ils nous font passer ce message. Pourquoi ? Parce que dans le cadre des Milouim, ils rencontrent ce qu'on appelle l'âme Israël. Ils rencontrent le peuple juif. Des riches, des pauvres, des gens de droite, des gens de gauche, des gens religieux, des gens moins religieux, des gens traditionnels. Mais ce message, ce dialogue, il existe au sein de l'armée, au sein des réservistes. Parce que, et très souvent, ils ont du mal d'ailleurs. Ils reviennent et ils disent encore une fois ces discussions et encore une fois ce manque de respect par rapport aux gens qui pensent différemment que toi. Alors comment on fait ? Est-ce que, par exemple, l'éducation, c'est une clé de... Ah oui, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. D'ailleurs, l'éducation, c'est ce qu'il y a de plus important, d'ailleurs, pour encourager l'Aliyah, pour encourager le respect de la Torah, pour encourager le limoud de la Torah, l'étude de la Torah, et effectivement, également pour encourager ce respect mutuel, qui est tellement important. C'est un message d'éducation. Plus on arrivera à éduquer nos enfants, nos élèves, et nos enfants qui participent, qui sont membres de mouvements de jeunesse, plus on arrivera à faire passer ces messages qui sont si importants. Et comment on le fait lorsqu'on s'adresse à des jeunes en France, on s'adresse à des jeunes en diaspora ? Est-ce que vous avez le sentiment que, par exemple, justement, ces divisions internes, elles freinent peut-être la volonté de jeunes de venir en Israël ? Ou alors, au contraire, on entendait des témoignages de jeunes qui ont fait leur aliyah, qui ont combattu, certains même qui sont, pas dans la communauté francophone, qui sont tombés au combat depuis le 7 octobre, et qui disaient à leurs parents, exprimer leur joie d'être en Israël, de vivre en Israël et de ne pas avoir le moindre regret d'avoir quitté la France, d'avoir quitté les pays de diaspora.
Daniel, je vais te raconter une histoire. Il y a 3 mois, j'étais à Chicago et j'ai rencontré un groupe de rabbins. J'ai rencontré un groupe de rabbins et le but de la réunion, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour encourager l'Aliyah au sein des Juifs des États-Unis et plus spécifiquement au niveau de la communauté de Chicago. Bon, alors certains rabbins qui étaient très positifs, et il y en a un certain moment qui a dit « Écoute, Gaël, j'aimerais te dire quelque chose. Je ne suis pas intéressé à faire mon Aliyah. Et je n'ai pas encouragé mes gens à faire l'Aliyah. » Il me dit « Pourquoi ?» Il me dit « Pour la simple raison que ici, à Chicago, on s'entend bien tous au sein de la communauté. Par contre, en Israël, c'est beaucoup plus difficile de s'entendre. » Alors je lui ai dit, je comprends ce message, mais je lui ai dit, et je lui ai fait l'exemple de la comparaison d'un mariage. Je lui ai dit, les gens se marient et tout le monde sait qu'il y a une notion qui s'appelle Shlom Bayit. C'est-à-dire que de temps en temps, il peut y avoir une certaine discussion, une certaine bataille, une bagarre au sein du couple. Mais la Torah nous dit, vous devez vous marier. Ils se mariaient entre eux d'ailleurs, Beth Hillel et Beth Shammai, ils se mariaient entre eux. Alors, je veux dire, bien sûr, c'est bien évidemment de dire je ne vais pas habiter en Israël parce qu'en Israël, non. Le message, c'est oui, il faut venir en Israël. Il faut tout faire pour qu'on puisse développer cette culture, ce dialogue qui est tellement important pour Israël. Alors, dernière réflexion, quel souhait on peut souhaiter à l'État d'Israël aujourd'hui pour ce 78e anniversaire, pour faire en sorte que l'on arrive dans la sérénité d'une certaine manière au centenaire de l'État d'Israël, peut-être débarrassé de toutes les menaces dont l'État d'Israël fait et auxquelles il est confronté aujourd'hui? Bon, d'abord, il faut regarder les choses de façon positive. Nous avons un bonheur extraordinaire de vivre cette génération qui, après 2000 ans, on a prié pendant 2000 ans. 3 fois par jour, on a demandé à Dieu que nous sommes intéressés à retourner à Tzion, en Israël. Et cette génération, notre génération, cette génération qui a ce privilège extraordinaire de voir le retour du peuple juif en Israël. Nous n'avons pas parlé de la langue. Pendant 2000 ans, on n'a pas parlé l'hébreu. On a créé un pays extraordinaire. Kibbutz Galuyot, le rassemblement des exilés. Le rassemblement des exilés. Tout ça, c'est extraordinaire. Donc la première chose, c'est que nous avons un devoir de remercier Dieu. Et à Yom Ha'atzmaut, c'est un jour, c'est un chag, c'est une fête religieuse. Et nous sommes tenus d'accentuer la dimension spirituelle de cette fête, où nous sommes tenus de remercier Dieu pour ce privilège extraordinaire d'être rentré en Israël, d'habiter ici, d'avoir créé un État extraordinaire qui est hors la goyim, qui est une lumière par rapport aux nations. Et c'est ce message-là que nous devons continuer. Et j'attends, et je me permets d'appeler justement nos auditeurs, les Juifs de France, et les Juifs qui habitent ici en Israël, les francophones, de continuer ce message, qui est un message qui est tellement important. Et le Srout se mérite d'habiter ici en Israël. Alors effectivement, nous devons être contents, nous devons être sourire, et Chag Sameach pour le peuple juif. Chag Sameach, Gaël Grunewald, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, de nous avoir replongé, on va dire, dans l'histoire et de nous avoir ramené, on va dire, à l'origine du mouvement sioniste de Théodore Herzl et de voir comment peut-être il aurait perçu l'État d'Israël dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, Chag Sameach. Chag Sameach.